OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, complots d'État, Big Brother, mystère des pyramides. Tous les soirs, témoignages et révélations. Entre 21h et minuit, Bob vous dit toute la vérité, maintenant sur le web. Salut à tous, quel bonheur de vous savoir encore une fois à l'écoute de cette radio unique en France et en Europe. Unique car elle me permet de vous proposer quotidiennement et sans pub une autre vision des choses. 24 heures sur 24, je vous invite à tourner la tête de l'autre côté, celui ignoré des masses médias ou volontairement écarté, tant ce qu'on y découvre peut être dérangeant. Et c'est pour cette raison que vous êtes de plus en plus nombreux à souscrire à l'une des offres d'abonnement proposées sur ce site. Dans tous les cas, une chose est sûre, après m'avoir écouté, vous ne pourrez plus jamais dire « je ne savais pas ». Ne faites pas comme les autres. Arrêtez de vous voiler la face. Ne restez plus dans l'ignorance. Abonnez-vous à Bob vous dit toute la vérité. Certains me demandent pourquoi s'abonner à cette web radio. Voici la réponse, c'est vous qui répondez. En fait, je leur dirais comme dit Bob, quand on m'écoute une fois, on m'écoute 10 000 fois. Je sais plus comment il dit ça, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on devient vraiment accro. Moi, il se passe pas une journée sans que j'écoute un podcast et j'en découvre plein puisque j'en ai plein à rattraper. Et ce sont des sujets qui sont extrêmement variés, des invités aussi extrêmement variés et puis passionnants. Et d'ailleurs eux-mêmes passionnés par leur sujet. Voilà, c'est une ouverture. Voilà, on s'ouvre vraiment à la vie. Voilà. Moi, je dirais ça exactement. Voilà, Bob vous dit toute la vérité. C'est vous qui en parlez le mieux. Bob vous dit toute la vérité. Pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». À 23h ce soir, Chris Darkis pour un gros plan sur une mystique, Claudia Procula. À 22h, surpopulation, surpollution, surconsommation, la grande triade avec Véry Piedigrosso. Putain, c'est pas facile à dire, ça va tout mélanger. Tu les as tous faits, sauf le bon. J'ai fait une Yves Cara. Parce que Yves Cara, il mélange tout. Piedigrossi. Oh là, c'est pas facile à dire. Ça, je pense qu'on va l'appeler Parmesan. Donc... Bonjour Monsieur Parmesan. Je suis désolé. Voilà, c'est l'été, c'est la fin de la saison. Il faut qu'on se lâche un peu. À la classe. Et enfin, pour ouvrir le livre du mystère et de l'inexpliqué, David Mogiel pour sa méthode chrysalide. Bonsoir David. Bonsoir Bob. Bon, vous arrivez dans une ambiance de fête, hein, vous avez vu? Oui, j'entends. Bon, écoutez, il faut bien rire. Vous êtes médium, vous êtes belge, oui. Comme quoi personne n'est parfait, David. Hein, qu'est-ce que je vous dis? Vous avez créé votre propre méthode de voyance et de guérison de l'âme, et vous êtes abonné à la radio, et vous venez à Fougeray en plus, vous venez avec nous. Oui, je viens avec vous. Génial, hyper sympa, donc ça va être l'occasion de se rencontrer. Alors dites-moi, vous, tout part en fait d'une expérience de mort imminente, c'est ça je crois? Absolument, oui. Une expérience de mort imminente il y a un peu plus de 20 ans. Alors, d'abord on va essayer de la raconter, puis après vous nous direz ce qu'est cette méthode chrysalide et les ressentis que vous avez pu ramener après cette expérience. Ça s'est passé en 1983, à 18 ans, c'est ça? En 1993, précisément. 13, pardon. Ouais. 93. Faut pas me vieillir directement. Hein. Oui, c'est une expérience au cours d'une opération en réalité où j'ai donc vécu cette mort imminente, suite à laquelle j'ai donc développé les ressentis que j'utilise aujourd'hui. Mm-hmm. Et c'est pas forcément une expérience telle que tout le monde l'explique et la raconte, parce que la mienne, elle n'a pas été forcément très positive au départ. Ah, c'est intéressant ce que vous me dites là, parce que je dis toujours quand on évoque ces sujets qu'il y a à peu près 10% des expérienceurs qui vivent des choses assez troublantes et pas forcément positives. C'est votre cas? C'est mon cas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je me suis plutôt vu descendre plutôt que monter. Ah, merde. Et que j'ai eu le sentiment d'avoir vécu un jugement. Un jugement au cours duquel on m'a demandé si... j'étais prêt à continuer tel que j'avais commencé mon incarnation, ou si plutôt j'étais prêt à aller dans ma mission de vie qui consistait à plutôt aider les autres. Ah, on vous a pas forcément jugé, on vous a proposé deux choix. Soit tu continues comme ça et t'es mal, soit tu décides de t'élever un petit peu, quoi, c'est ça? Moi, je l'ai ressenti comme un jugement parce que j'avais vraiment le sentiment d'être devant une sorte de, j'ai envie de dire, de tribunal. Ah, vraiment, ouais. Ouais, tout à fait. L'expérience que moi j'ai vécue n'a pas été... J'ai pas eu des ressentis négatifs, mais j'ai pas non plus vu le tunnel avec la lumière, les guides, etc. D'accord. Et alors, quand vous êtes devant ce tribunal, est-ce que visuellement, vous voyez quoi? Visuellement, je vois, j'ai envie de dire un petit peu dans le flou, un petit peu avec une sorte de recul, c'était pas très net. Ouais. Je vois une sorte
d'énormes pupitres derrière lesquels il y avait plusieurs personnes dont je ne distinguais pas les visages, et donc qui me posaient cette question par la pensée, pas par la voix, puisque ça se passe toujours au travers de la pensée, de savoir vers où je comptais aller à partir de maintenant. Ah oui, donc le pupitre et tout, donc on est vraiment dans un tribunal, une sorte de tribunal. Oui, une sorte de tribunal. Maintenant, je pense aussi que chacun vit ses expériences à sa manière, peut-être qu'il a besoin de le ressentir, de le voir pour pouvoir justement prendre conscience et avancer, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'avant cette expérience, vous faisiez un peu n'importe quoi ? Ben, j'ai envie de dire qu'avant cette expérience, je n'étais pas forcément ouvert à tout ce qui touchait à la spiritualité. Ça m'intéressait, l'hypnose, les phénomènes paranormaux, mais je faisais pas n'importe quoi non plus, puisque j'étais un petit peu jeune, j'avais un peu moins de 18 ans. Mais c'est vrai que je ne me dirigeais pas du tout vers ce genre d'emploi ou de travail dans ma vie. Ma première vocation avait été d'être neurochirurgien. Donc rien à voir. D'accord. Et alors vous revenez de cette expérience, quel ressenti vous avez une fois que vous êtes revenu à la vie matérielle ? Un changement très profond, c'est-à-dire que j'ai directement ressenti le besoin mais déjà j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai perdu pas loin de 45 kilos. Et puis au-delà de ça, j'ai eu le besoin de changer même physiquement, donc de couper mes cheveux, de laisser pousser le bouc. J'ai eu le besoin aussi de faire un piercing, je ne sais pas pourquoi, comment l'expliquer, mais j'ai eu besoin de faire un piercing. Et je me sentais différent à l'intérieur de moi, et c'est vrai que certains membres de ma famille me l'ont exprimé, et l'expriment même toujours. J'étais quelqu'un de très communicatif avant, et puis je suis passé au travers d'une période où je n'avais plus vraiment envie de communiquer, très replié, très refermé sur moi-même. Et puis mon évolution a fait que je suis redevenu communicatif tel que je l'étais avant. Mais D'accord. C'est vraiment l'impression de changement et le besoin de changement dans un premier temps. Vous avez vécu une renaissance, on peut dire ça ? Oui, c'est ce que je dis souvent, je suis né à 18 ans. Donc vous avez raconté tout cela autour de vous, votre expérience de mort imminente négative, vous avez pu en parler ou pas du tout ? Alors à certaines personnes, notamment ma compagne qui m'accompagne, tel que la compagne le fait, à ma compagne qui m'accompagne, donc à certaines personnes de mon entourage, mais pas à mes parents qui, quand ils écouteront l'émission, probablement le découvriront. Ah oui, d'accord, donc vous n'avez pas pu en parler à vos parents, ça ? J'ai pas voulu en parler à mes parents. Pourquoi ? Une gêne ? Une gêne, un sentiment de peut-être ne pas être incompris, de peut-être être jugé ou de peut-être... tout simplement que c'était pas opportun à ce moment-là, en fait, tout simplement. D'accord. Oui, le bon moment au bon endroit, quoi, c'est ça. Voilà, précisément. D'accord. Alors, vous ramenez donc des ressentis, d'une ultra-sensibilité. Qu'est-ce que vous ramenez de là-bas ? La première chose que j'ai ramenée, c'est des intuitions très, 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 très poussées. C'est-à-dire, je donne le premier exemple qui me passe par la tête. Je buvais un café avec un ami avant d'aller au cours à l'université. On a vu une voiture faire le tour d'un rond-point. J'ai dit à mon ami, dans moins de 10 minutes, elle repasse sur une dépanneuse complètement cassée. Et un peu plus que 10 minutes plus tard, un quart d'heure plus ou moins, effectivement, la voiture est passée sur une dépanneuse complètement cassée. Donc là, vous avez perdu votre ami, bien sûr, donc il voulait plus vous parler parce que il est fou, il me fait peur, etc. Eh ben non, figurez-vous. Ah. C'est peut-être un des seuls qui vous suit encore. C'est un des seuls que je n'ai pas perdu à l'époque parce que j'en ai perdu beaucoup. Est-ce que à ce moment-là, ça ne vous effraie pas ? Je me suis posé la question de savoir pourquoi moi, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui avait changé en moi. Effrayé, non, puisque comme je le disais, même si j'étais pas trop dans le milieu, je me passionnais pour ça. Mais effrayé, non, vraiment de poser la question, pourquoi moi ? Ça, c'était la première question. Et alors donc, première faculté, celle-ci, en fait, c'est de la prémonition, c'est je vois quelque chose, ou de la voyance, vous appelez ça comment ? Moi, j'appelle ça plutôt de la prémonition. D'accord. Donc, et après cette expérience, d'autres, et pourquoi, à ce moment-là, cette voiture-là, est-ce qu'il y a un lien particulier ? Est-ce que vous avez réussi à le comprendre ? J'ai pas cherché à comprendre, pour être honnête. J'ai vécu ça. La question que je me suis posée, c'était donc pourquoi moi ? J'ai pas cherché à comprendre cette situation en particulier, mais au fil de mes expériences qui ont suivi, évidemment, j'ai cherché à comprendre beaucoup de choses, ce qui m'a amené aussi à créer la méthode que j'utilise aujourd'hui, parce que j'ai vécu des intuitions très, très, très fortes me concernant directement aussi. Un autre exemple, je roulais en voiture, il pleuvait très fort, à un moment, sans raison, je freine, alors que j'étais vraiment sur une allée principale en plein milieu de Bruxelles. Et au moment où ma voiture s'arrête,
au bout d'un tunnel, il y avait eu un carambolage et si j'avais pas freiné, j'aurais été dedans, quoi. Ce genre d'intuitions qui m'ont concerné directement. Qu'est-ce qui se passe lors de ces voyages pour que ces expériences de mort imminente, pour que tout le monde en revienne, et vraiment tout le monde, sans exception, avec un petit plus, une faculté supplémentaire, une ultra-sensibilité, certains des dons de voyance, de médiumnité. Qu'est-ce qui se passe d'après vous ? Ma théorie de base, et j'insiste maintenant très très fort, contrairement au nom de l'émission, et je sais très bien que vous insistez souvent sur le fait que c'est la vérité de vos intervenants, j'ai une théorie qui n'est pas une vérité absolue que je ne cherche pas à imposer, c'est une théorie qui a découlé de mes recherches et de mes découvertes aussi. Ma théorie de base, c'est qu'on est tous avec une capacité, tous, quelle que soit la capacité qu'on peut avoir, chacun a sa capacité propre, et je pense que certaines personnes peuvent décider dans leur chemin de vie d'utiliser ces aptitudes pour une raison ou pour une autre, que ce soit pour faire du soin, pour faire de l'aide à la personne. Mais à partir du moment où ces capacités ne sont pas utilisées, je pense qu'on est, entre guillemets, rappelé pour pouvoir reprendre conscience des choix qu'on a pu faire avant de s'incarner dans cette vie. Voilà, et c'est peut-être une raison qui fait que on ouvre une capacité qui était latente au fond de nous et que grâce à celle-là, on peut peut-être aller vraiment sur quelque chose qui nous nourrit et qui nourrit, entre guillemets, je vais dire entre guillemets, l'humanité. Alors, depuis votre expérience de mort imminente, vous voyez, semble-t-il, le système énergétique des personnes. Oui. Alors, je vois le système énergétique, je vois les vies antérieures, je vois les vies parallèles, je vois tout ce qui bloque la personne et qui est complètement inconscient, c'est-à-dire des blocages qui peuvent émaner de l'enfance et ce genre de choses, et donc qui permettent d'aider la personne à reprendre un petit peu sa vie en main. Et comment vous voyez cela ? Est-ce que vous êtes obligé de vous capter ou de vous connecter à la personne, ou est-ce que ça arrive sans que vous demandiez rien ? Pendant toute une période, ça arrivait. J'étais en plein milieu d'un magasin et puis j'avais une personne à côté de moi et j'avais besoin de lui transmettre un message parce que je ressentais quelque chose. Et puis au fil du temps, j'ai réussi un petit peu à me fermer à tout ça parce que vivre avec ça 24 heures sur 24, c'est pas forcément évident. Et ce qui se passe maintenant, c'est que je me connecte à la personne d'une manière très précise, c'est-à-dire en me connectant à ce qu'on appelle sa bulle proxémique. La bulle proxémique, c'est ce que communément dans la spiritualité on appelle l'aura. Et en me connectant à son aura, j'ai des images qui m'apparaissent, j'ai des visions qui sont intérieures, c'est pas une vision extérieure, donc je ne vois pas les choses telles que je vois la personne face à moi, c'est des visions qui m'apparaissent au niveau du troisième œil, on va dire, à l'intérieur. Et puis j'ai une conscience des choses aussi. Donc la conscience, Christophe Alain en parle très bien aussi d'ailleurs, la conscience des choses, c'est que on a l'impression d'être l'autre, on a l'impression d'être son vécu, d'être son parcours, d'être son énergie, d'être son âme, d'être tout ça, quoi. C'est la conscience des choses. Et tout cela, vous le vivez bien aujourd'hui ? Aujourd'hui, très bien. Ah ouais ? Ouais, aujourd'hui, oui. Parce que ça a été peut-être difficile, parce que visiblement, vous avez perdu pas mal d'amis, parce qu'ils vous reprochaient votre inquisition dans leur vie, finalement. Ah non, moi j'ai perdu mes amis parce qu'ils avaient le sentiment que quand je les regardais, je lisais à travers eux. Mais comme m'a dit Yves Cara, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps au téléphone, c'est que ce n'étaient pas des vrais amis, et je suis d'accord avec ça. On a les amis que l'on mérite, c'est ça, vous diriez ? On a les amis qu'on mérite, plutôt... j'aurais plutôt tendance à dire, on a les amis qui sont vraiment équilibrés par rapport à qui on est. Et alors, c'est pas une question de mérite, en fait, c'est une question de fréquence énergétique, j'ai envie de dire. C'est une des raisons qui fait que de temps à autre les routes se séparent et que 4 ou 5 ans plus tard on retombe sur quelqu'un qu'on n'avait plus vu depuis longtemps et ça redevient un ami ou une amie. C'est une question de fréquence, c'est pas tellement de mérite, j'ai l'impression. Vous dites que vous ne voyez que lorsque vous voulez voir, c'est-à-dire que vous arrivez à maîtriser quand même l'ouverture et la fermeture. Oui. D'accord. Ça, c'est essentiel pour vivre, parce que sinon c'est insupportable, j'imagine. J'ai envie de dire que c'est indispensable parce que sans quoi on risque de fuir ses responsabilités terrestres. Ma compagne dit toujours, on s'incarne sur Terre, c'est pas pour partir dans les nuages. On vit une expérience terrestre, c'est pas pour rester toute la journée connecté à des choses qui ne sont
pas forcément compréhensibles de tout le monde, ou qui ne sont pas forcément opportunes quand on fait ses courses, quand on conduit ses enfants à l'école. Je vois pas trop toujours l'intérêt de voir des choses qui ne sont pas visibles par tout le monde, tout simplement. On est quoi ? Est-ce que vous avez compris qui on était sur cette terre ? À quoi ça servait ? Pour moi, on est des êtres spirituels qui vivons une expérience terrestre. Et ce que j'ai pu découvrir au fil de mes découvertes, de mes recherches plutôt, c'est que nous sommes des êtres qui tendons seulement vers une chose, c'est l'ouverture à l'autre, l'amour inconditionnel et l'acceptation de qui on est. Mais moi, je suis toujours un peu circonspect quant à tout ça, parce que je me dis, admettons, Lucie, les hommes préhistoriques, tous ces gens-là qui étaient là, pensez-vous franchement qu'ils aient la même vision du monde que vous ? Pensez-vous qu'il y avait des gens qui avaient le même sentiment que vous à cette période-là où on était vraiment à l'aube de la civilisation ? Je pense que certaines personnes devaient l'avoir, puisque les chamans ont toujours existé, les sorciers ont toujours existé, les guérisseurs ont toujours existé. Donc je pense que certaines personnes devaient déjà avoir cette conscience. Maintenant, je pense aussi qu'au fil de l'évolution du monde et de la conscience, justement, elle s'ouvre de plus en plus, et de fait, les gens ont de plus en plus ce sentiment, cette perception. Maintenant, une chose est, pour moi, en tout cas, importante, c'est de savoir que notre être profond, il y a des gens qui disent être divin, mais ce qu'on est à l'intérieur de nous est un être spirituel avant toute chose. Et c'est vrai qu'à l'aube de l'humanité, et c'est ce que je travaille au travers de mes formations aussi, à l'aube de l'humanité, l'intuition était beaucoup plus présente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas développé tous les autres sens, donc on était vraiment sur le ressenti intuitif, en fait, c'est ça ? C'est une question de survie. Ouais. C'est une question de survie. Avoir l'intuition... L'intuition passe par le corps humain, c'est le premier outil de l'intuition. Les cheveux, la peau, l'homme préhistorique qui était beaucoup plus velu, enfin, moi je suis très velu, mais quand même pas à ce point-là, l'homme préhistorique qui était beaucoup plus velu, ressentait les choses. Vous savez, le chat a des vibrisses, et au travers de ces vibrisses, il ressent des vibrations. Ouais. Les cheveux, les poils permettent de ressentir les vibrations, la peau permet de ressentir le froid, le chaud, mais aussi des trucs un petit peu plus subtils. Et pour moi, cette intuition était surtout une question de survie, ressentir que on est sur un sol qui commence à vibrer, peut-être parce qu'il y a une charge de buffle et qu'il vaut mieux se tirer de la directe. Vous dites croire au futur multiple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a plusieurs futurs possibles dans nos vies, et à nous de choisir, on a le libre arbitre à ce niveau-là ? Je pense que les futurs sont conditionnés par le passé, considérant que tout est présent évidemment, hein, donc le passé, le futur, le présent, tout est en tout. Mais je pense que sur notre échelle de temps, sur le temps qu'on a créé nous les humains, le passé c'est hier, le présent c'est la seconde maintenant, et le futur c'est demain. Ça c'est notre conception des choses, notre convention. Je pense que chaque choix que l'on fait, et je le vois aussi énergétiquement, chaque choix que l'on fait ouvre des portes. Après, à nous de choisir la porte qui nous convient. Maintenant, il est évident que, et c'est aussi le but de ma méthode, on est conditionné, à force de vivre des expériences qui sont récurrentes, on est conditionné, entre guillemets, à les revivre, même si on n'en a pas envie, parce que c'est ce qu'on attire, c'est toujours une question de fréquence. Le corps humain, enfin, l'énergie qu'on dégage est une fréquence. Quand vous voulez écouter la radio, vous êtes obligé de vous brancher sur la fréquence adéquate pour écouter la chaîne que vous avez envie d'écouter. Si le corps humain est sur cette fréquence-là, il va attirer les choses qui sont sur la même fréquence. Et donc je pense que de comprendre sa fréquence, éventuellement élever sa fréquence, permet d'attirer les choses qui sont nécessaires à notre avancée, à notre compréhension, à notre évolution. Maintenant, d'expérience au niveau de mon travail, je vois que les gens ont souvent des choix auxquels ils sont confrontés, et je dis bien confrontés parce que c'est souvent une confrontation pour eux, mais auront tendance toujours à choisir les mêmes expériences. Mais il y a plusieurs futurs, oui. C'est ce qu'on appelle la théorie de la double causalité. Je pense que vous avez reçu Philippe Guimand. Il parle de ça très bien. Chaque choix que l'on fait ouvre une nouvelle porte. Alors justement, on va évoquer votre méthode Chrysalide. Vous dites que finalement c'est nous qui créons notre avenir, notre quotidien, notre vie. Oui. Alors comment ? Alors,
Pour moi, la base, c'est déjà de se dire je vais pas imposer mes croyances, mais j'ai des croyances, j'ai des choses qui ont évolué avec le temps aussi dans mes croyances, mais à la base, on est un être spirituel qui décide de s'incarner sur Terre en faisant ce qu'on appelle des choix d'incarnation et des contrats d'incarnation. C'est-à-dire un contrat, on va choisir une âme alentour, une âme avec laquelle on a peut-être vécu dans une vie parallèle ou dans une vie déjà passée, et lui dire voilà, moi j'aimerais bien dans cette incarnation-ci travailler ma capacité à être indépendant. Et l'âme va nous dire, ce que je peux te proposer éventuellement, c'est de t'aider à devenir indépendant, mais moi j'aurais peut-être un souci de dépendance justement, et c'est peut-être à travers ce souci de dépendance que tu vas réussir à prendre ton indépendance. Et de là on fait des choix d'incarnation et des contrats d'incarnation. Pour moi il y a vraiment 4 grandes lignes qui sont écrites. La famille dans laquelle on arrive, parce qu'on dit souvent on ne choisit pas sa famille, mais au niveau spirituel on choisit sa famille parce que c'est la famille qui va nous permettre d'avancer et d'évoluer. Le pays dans lequel on va naître et pouvoir peut-être accomplir notre mission. La vocation, donc très souvent la vocation s'éteint vers 12-13 ans, c'est-à-dire que petit on veut être astronaute, on veut être danseuse étoile, on veut être infirmière, vétérinaire, etc. Et puis au fil de notre évolution en âge, on se dit finalement astronaute c'est trop compliqué, je vais peut-être travailler à la NASA mais je ne serai pas astronaute, comme ça je m'en rapproche. Et on change souvent de vocation. Et puis la dernière chose, c'est la personne avec laquelle on va partager sa vie au niveau sentimental et affectif, avec laquelle on va pouvoir parcourir un chemin d'incarnation et d'évolution. Donc ça pour moi ce sont les 4 grandes lignes. Au-delà de ça, il y a des petits choix d'incarnation qui se font parallèlement, mais l'idée ici de base est de se dire simplement on a le libre arbitre, on a le choix de faire ce qu'on a envie, on a le choix de naître en Belgique par exemple. Oui, mais dites-moi, David, moi je suis toujours très 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 prudent et très inquisiteur concernant ce choix d'incarnation, parce que je me suis toujours demandé comment on pouvait choisir d'être une fille en Chine sous Mao, vous voyez. La condition féminine, elle était que si vous étiez la deuxième, hop, on vous tuait déjà. Je voyais pas je vois pas ce choix. Je comprends pas ce choix d'être tué à la naissance, par exemple. Alors je comprends très bien ça, parce que c'est une chose que j'ai des difficultés à comprendre, que ce soit le viol, que ce soit ce genre de situation. C'est pour ça que j'insiste très fort sur le fait que, premièrement, c'est ma découverte et je vais pas dire ma vérité, mais ma manière de percevoir les choses dans l'énergie. Mais deuxièmement, ce qui est très 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 important, c'est que ce ne sont pas forcément des choses qu'on choisit. C'est-à-dire, on choisit de naître en Chine dans une famille où on sera le deuxième enfant et on sera malheureusement assassiné à la naissance, mais c'est pas forcément écrit à l'avance qu'on sera assassiné à la naissance, parce que d'autres familles vont peut-être cacher le deuxième enfant, vont peut-être faire croire que c'est une autre personne qui a donné naissance à cet enfant. Oui, mais ça veut dire que là, il y a une roulette russe, alors. Il y a une roulette russe. C'est-à-dire que si vous me dites qu'on n'est pas certain de ce qui va se passer. On n'est jamais certain à l'avance de tout ce qui va se passer. C'est pas une question de roulette russe, c'est une question de gérer les situations. Alors évidemment, dans ce genre de cas, c'est très délicat. Et c'est vrai que pour des personnes qui me disent oui, mais mon fils est mort de telle manière, il a été écrasé par un chauffard, est-ce que c'est son choix d'incarnation? Non, pas forcément. Des accidents peuvent survenir. Des imprévus peuvent survenir. Alors dans le cas ici je reprends l'exemple que vous avez cité, ce n'est pas forcément écrit par avance qu'on va naître et être assassiné à notre naissance. Le but est d'avancer et d'évoluer. Oui, maintenant, il y a différentes sortes d'incarnations, évidemment. David, quand vous choisissez de naître, encore une fois, sous Mao, en Chine, on sait très bien que si vous êtes une fille, alors est-ce que vous choisissez votre sexe? Est-ce qu'il y a une part d'incertitude, de doute? Mais quand vous choisissez d'aller là, c'est que visiblement, tout le monde me dit que c'est pour avancer, c'est pour progresser, c'est pour une expérience. L'expérience de naître et d'être tué 2 jours après ou au même moment, j'ai du mal à comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, je veux bien tout envisager. De toute façon, si j'envisageais pas tout cela, j'aurais pas fait cette radio. Mais il y a des moments où je suis très circonspect quant au choix, que l'on soit obligé de se réincarner. Mais j'ai beaucoup de mal avec le choix de l'incarnation. Vous voyez que l'on se réincarne parce que
notre chemin spirituel universel nous demande de grandir et de passer du verrou des expériences, et peut-être que mourir à la naissance fait partie des expériences, mais j'ai du mal avec le choix que nous ayons à ce niveau-là. Ce que j'ai pu, au travers de mes recherches, et notamment au travers d'un monsieur qui s'appelle Michael Newton et qui a très fort étudié le principe de l'incarnation, Dolores Cannon aussi l'a fait d'ailleurs, c'est que il y a ce qu'on appelle des incarnations de sacrifice. Peut-être que l'enfant va décider... Alors j'aime pas du tout le terme, j'aime pas du tout cette notion, je le précise très bien, je ne fais que partager un truc que j'ai découvert, mais l'enfant va décider de naître dans une famille, avec peut-être un défaut quelconque, on va dire, dans un handicap quelconque et ce genre de choses, peut-être une fausse couche, peut-être un enfant mort à la naissance, pour pouvoir faire évoluer les parents. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un contrat d'incarnation aussi. C'est-à-dire que peut-être que... Je vous donne un exemple comme ça parmi tant d'autres. Ça va rejoindre l'histoire de Mao et de la Chine. Un enfant va peut-être naître dans une famille et après quelques jours, et je sais que ça peut être très difficile d'entendre ça, et de nouveau, c'est un partage, hein, et après quelques jours, peut-être à cause d'une maladie, d'un arrêt respiratoire et tout ça, finir sa vie à ce moment-là. Ce qui va peut-être permettre aux parents de s'ouvrir spirituellement. Beaucoup de gens ont commencé l'écriture automatique, par exemple, parce qu'ils ont perdu un enfant. C'est une manière d'ouvrir spirituellement. Alors personnellement, je pense plutôt que c'est très fataliste de dire ça, mais ce sont les théories, et c'est vrai que de temps à autre, je suis confronté à ce genre d'expérience, des personnes qui viennent chez moi qui ont perdu un enfant, qui vivent leur deuil très difficilement, mais qui, grâce à ça, ont pu prendre de la hauteur sur d'autres choses, prendre conscience que peut-être ils travaillaient 18 heures par jour et n'avaient pas consacré assez de temps à leur famille, et donc modifier ce genre de dynamique de vie. Mais voilà, je reste aussi tout à fait circonspect sur cette situation, dans le sens où j'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout. Il y a des choses que j'ai découvertes, il y a des choses sur lesquelles je m'interroge encore, et je m'interroge encore sur l'idée de savoir pourquoi on va s'incarner en femme qui va être lapidée au Pakistan, par exemple. Pourquoi choisir ça? Ça fait partie de mes recherches. J'ai bientôt 40 ans, j'ai pas encore tout découvert, et je doute que je puisse tout découvrir d'ici à la fin de ma vie, mais c'est vrai que de ce que j'ai lu, entendu et pu voir au niveau énergétique ou karmique, il y a ce genre de choix qui peut s'opérer. Vous dites qu'il faut créer sa propre transformation. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez créer sa propre transformation? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Créer sa propre transformation, c'est arriver à trouver toutes les ressources intérieures qui permettent en fait de nous amener vers une vie qui est plus agréable à vivre pour nous, et sortir de tous les schémas récurrents, sortir de tout ce qu'on porte au niveau de nos ancêtres, de toutes les blessures qu'on porte, de toutes les peurs qu'on porte. Créer sa propre transformation, c'est arrêter de se dire je vis systématiquement des relations toxiques, c'est peut-être chercher à comprendre la raison pour laquelle on rentre dans ce genre de relations toxiques, ce qu'on peut y gagner finalement dans ces relations, parce que certaines personnes adorent être utiles, adorent faire plaisir aux autres, adorent aider les autres, et attirent inévitablement les relations toxiques, parce qu'à travers ça, elles ont le sentiment d'aider l'autre, d'être utile à l'autre. Mais il y a un moment où elles n'en peuvent plus. Alors ce qui se passe, c'est que recréer sa vie, recréer sa dynamique de vie telle qu'on a envie de la vivre, et c'est le but de ma méthode justement, permet de comprendre la raison pour laquelle on attire ce genre de choses, prendre conscience du fait que c'est peut-être très toxique pour nous, et donner toutes les ressources nécessaires pour pouvoir modifier cette dynamique de vie. Créer son futur. Je vous propose, David, de faire un petit break. On se retrouve dans un instant pour continuer à développer cette méthode chrysalide que vous avez créée suite à cette expérience de mort imminente qui est intervenue à 18 ans lors d'une opération d'une tumeur. Restez donc avec nous, réaction, commentaire. Je sais que c'est quelque chose qui vous plaît, tous ces sujets de médiumnité, d'expérience de mort imminente, de spiritualité. Alors vous pouvez réagir bien sûr via le Facebook Bob vous dites la vérité ou le Twitter Modiès Bob Vérité. Et si votre futur était déjà notre présent? Bob vous dit toute la vérité tous les soirs sur le net. Sachez que le 1er novembre prochain, nous allons vivre une expérience ensemble unique. Le 1er novembre prochain, Bob vous emmène sur les traces de l'abbé Saunière. Durant une journée complète, découvrez les mystères de Rennes-le-Château. Au programme, visite guidée, enregistrement de l'émission Bob vous dit toute la vérité avec Philippe Marlin, Yves Lignon et d'autres invités prestigieux.
Et pour finir, un banquet géant. Renseignements et réservations sur bob-toutelavérité.fr. Très belle journée en perspective, c'est quasi complet, hein, donc dépêchez-vous. Je crois que voilà, il reste mais alors 1 ou 2 places. Enfin, c'est juste maniez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Dans tous les cas, ce sera filmé comme nous l'avons fait pour les rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Nous étions les 13 et 14 juin, vous et nous, à l'espace Moncassin, à Paris, dans le 15e arrondissement. Et nous avons poursuivre 27 conférences. Si vous n'étiez pas là, séance de rattrapage, écoutez. Bob vous dit toute la vérité présente les rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Mystère des pyramides, physique quantique, ovni, médiumnité, société secrète, archéologie interdite. Pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Rien n'arrive par hasard. Les enfants, quand ils viennent, peut-être qu'il y en a qui sont conscients déjà, il y en a qui ne sont pas conscients. Moi, je suis née comme ça, avec cette sensibilité, mais personne ne me comprenait, donc c'était très dur à vivre. Le cosmonaute qui serait tombé dans le trou noir, qui serait désintégré en 1 seconde, même pas, l'observateur dans le trou noir le verra arriver pendant des milliers d'années. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? L'ufologue, c'est celui qui prend en charge le phénomène, donc qui entend les témoins, qui recueille la matière brute. Elles ont un rapport avec la mort, elles ont un rapport, oui, avec le gothique, on va dire. Elles sont mystérieuses et elles travaillent les forces de l'esprit. Dans les premiers textes qui parlent de Merlin et des chevaliers de la table ronde, l'Historia Regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth, il porte un nom latin, il s'appelle Merlinus. Merlinus, faites la guématrie et vous obtenez 111, bien sûr, puisque c'est lui le détenteur de la tradition primordiale. Des milliers de citoyens américains ont vu dans le ciel des sortes de dirigeables, des énormes dirigeables, avec des roues latérales, ce qui est une aberration. Et dans ce cocktail, j'ai rencontré un médium. Et le médium m'a dit la chose suivante. Madame, vous êtes la réincarnation d'Estelle Gauthier, la sœur de Judith Gauthier. Et vous en allez avoir très vite la révélation et la confirmation. 3 mois après, je débarque chez elle. Et je lui présente sa sœur, Judith Gauthier. Voilà. Dans l'Antiquité, on avait carrément des écoles, ce qu'on appelait les écoles des mystères, qui permettaient aux gens, en fait, d'aller se faire initier, donc d'aller apprendre les secrets de la magie. On veut des amis, on veut de l'amour, on veut manger à sa faim et on veut sortir s'amuser le samedi soir, le vendredi, selon les peuples. On n'a pas changé depuis 40 siècles. Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Tarif spécial, bien sûr, pour les abonnés, 50% sur toutes ces vidéos, plus de 20 heures de conférences à vivre, à regarder et peut-être à partager en famille. Tous les soirs sur le net, pas de foot, pas de cul, mais toute la vérité sur ce que l'on nous cache depuis bien longtemps. Bob vous dit toute la vérité, de 21h à minuit. Nous sommes avec David Mogiel ce soir, médium belge, qui a créé sa méthode de voyance et de guérison de l'âme, la méthode Chrysalide. On est, David, en train d'évoquer finalement la pensée créatrice. C'est-à-dire que je veux du positif, j'ai du positif, je pense négatif, j'ai du négatif. Malheureusement, David, c'est pas si simple que ça à chaque fois, parce que la vie, quand même, nous pollue de plein de petites choses. Bien sûr. La vie nous pollue de plein de choses, mais l'idée n'est pas ici je veux du positif, j'ai du positif. L'idée est je dégage du positif et je reçois du positif. Comme je le disais, c'est une question de fréquence. Donc le corps vibre sur une certaine fréquence et à partir du moment où cette fréquence réussit à s'élever, à devenir plus positive, elle permet d'attirer des choses plus positives à soi. Maintenant, il faut élever cette fréquence. Et pour élever cette fréquence, c'est travailler sur tout ce qui touche à la revalorisation de qui on est, à la, entre guillemets, à la compréhension des blessures et des peurs que l'on porte, et surtout, ce que j'appelle comprendre le karma aussi, puisque comprendre la raison pour laquelle on vit certaines situations, parce que c'est peut-être un choix d'incarnation ou tout simplement quelque chose de transgénérationnel, permettrait souvent ainsi une redéfinition énergétique. C'est-à-dire que quelqu'un arrivera en consultation avec une énergie relativement basse, tout simplement parce que les petites choses de la vie la polluent, parce que les situations que elle ou il vit au travers de toutes ces expériences de vie la polluent. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on travaille pendant 1h30, 2 heures à réélever sa vibration. Alors élever sa vibration, c'est reprendre conscience de qui on est au fond de nous. Parce que c'est vrai que dans notre société, on est un petit peu formaté, on est un petit peu dans le moule, on est
à partir de 6 ans, on est lâché, entre guillemets, auprès de personnes qui vont nous former pour devenir ceci, pour devenir cela. Mais finalement, on en oublie notre être intérieur. Alors ici, c'est pas une question forcément de pensée, même si la pensée est importante dans mon travail, parce que je pense donc je suis veut dire ce que ça veut dire. C'est ce qu'on pense qui va permettre d'amener ce qu'on a envie de vivre, mais c'est principalement au niveau énergétique que ça se produit. Donc une personne qui va être décentrée énergétiquement parce qu'elle vient de vivre une rupture difficile, parce que elle a perdu une personne chère, ça peut arriver, on va travailler sur le recentrage énergétique, la capacité à faire le deuil de la situation, et on va aussi travailler sur l'être intérieur, c'est-à-dire qu'une personne qui peut être à la base joviale, communicative, plaisante et agréable dans le domaine professionnel, à force de vivre des choses difficiles dans le domaine professionnel, va se replier sur elle, va devenir un petit peu moins communicative, et c'est donc cet être intérieur qu'on va essayer de remettre en avant et en valeur. Mais comment faire l'abstraction de toute la pollution ? Faire l'abstraction de la pollution, c'est prendre de la hauteur. C'est savoir vraiment ce qu'on veut, c'est réussir à s'adapter à la société sans pour autant se prostituer dans la société, j'ai envie de le dire comme ça. S'adapter à la société, mais je vous donne mon exemple personnel. Ça fait plus de 20 ans que je pratique maintenant, ça fait 21 ans bientôt que je pratique la médiumnité. Dans un premier temps, je travaillais dans des emplois tout à fait classiques, parce que je voulais m'adapter à la société, parce que c'est plus ou moins comme ça que j'ai été forgé. Au fil de mon parcours, et notamment aussi grâce à des personnes qui m'ont poussé vers ça, j'ai commencé à découvrir pourquoi j'étais fait vraiment. J'étais vraiment fait pour travailler mes capacités, travailler mes ressentis, et j'ai mis le nécessaire en place pour pouvoir m'adapter dans la société. Donc comme je le disais tout à l'heure, quand je suis dans la société, aujourd'hui en tout cas je ne le fais plus, même si je l'ai fait avant, je ne vais pas commencer à avoir toutes les énergies du caissier du Carrefour ou ce genre de choses. Je le fais dans le cadre de mon travail. C'est ça, s'adapter à la société. Comprendre que la société nous apporte ça et nous apporte ça, mais parallèlement comprendre qu'on a aussi la capacité d'apposer les mains et de peut-être aider le corps à la guérison, de voir des esprits, de voir des énergies et ce genre de choses, mais qu'il faut bien faire le distinguo entre mon métier de médium, d'énergéticien, de maître Reiki, de tout ce qu'on veut, et ma place dans la société. Alors, moi je comprends tout cela. Je suis novice, je viens vous voir, puisque c'est une méthode. Qu'est-ce que vous me demandez ? Qu'est-ce que vous me proposez ? La première chose que je demande, c'est la date de naissance, toujours. D'accord. Et à partir de ce moment-là ? Sur base de la date de naissance. D'accord. À partir de ce moment-là, vous arrivez à quoi ? Avoir la cartographie de la personne, c'est ça ? À partir de ce moment-là, je commence déjà à me connecter énergétiquement à la personne. Donc évidemment, la première chose, c'est vous venez, on discute un petit peu, qu'est-ce qui t'amène, etc., etc. Et puis après 2-3 minutes, je prends la date de naissance et là, je me connecte à la personne. Sur base de la date de naissance, je peux déjà parler 2 heures. Pas parce que la date de naissance me parle, mais parce que c'est un support comme un support tel que le pendule, les tarots, etc. Après, ce que je vais faire, c'est énergétiquement situer dans la personne tous les blocages. Alors par exemple à 6 ans, tu as un blocage parce que ton père te forçait à rester à table jusque pas d'heure, t'as peut-être oublié, mais il fallait que tu finisses ton assiette. Ça peut créer aujourd'hui un blocage au niveau de l'alimentation. Alors souvent, ça parle très fort aux gens, il y a des choses qui ne parlent pas tout de suite parce que ça leur est complètement inconscient, mais à un moment ou à un autre, ça ressortira. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la prise de conscience, parce que je travaille aussi très fort sur la prise de conscience, permet de se dire, mais c'était à 6 ans, aujourd'hui j'en ai 35, j'en ai 50, ça a peut-être plus le même impact sur moi. Et peut-être que je devrais utiliser cette ressource, on va dire, de finir mon assiette, mais en prenant moins de temps, parce que plus personne ne me l'impose. Alors je travaille très fort sur le langage aussi, parce que les mots ont une influence très forte sur l'énergie. Un mot va parler à quelqu'un, le même mot ne parlera pas à une autre personne. Ça, c'est très fort. Et les personnes, vous allez leur permettre de développer des capacités ? Oui. Lesquelles ? Et leur permettre de développer leurs capacités autant subtiles que physiques. C'est-à-dire revaloriser. Par exemple, sur une base de date de naissance, je peux dire à quelqu'un, voilà, un des trucs que tu dois travailler dans ta vie maintenant, pour pouvoir avancer, par exemple, c'est la gestion du temps.
Alors là, je vais commencer à poser des questions auxquelles très souvent je ne demande pas de réponse parce que il y a des questions qui fonctionnent toutes seules. Hein. Par exemple, demander à cette personne, pour toi, quelle est la raison pour laquelle tu as toujours besoin de prendre plus de temps à faire quelque chose. Ça va travailler tout seul, elle va répondre de manière consciente. Et à un moment ou à un autre, la réponse inconsciente va apparaître. Je suis occupé à étudier aussi l'hypnose pour l'instant, donc il y a des choses qui sont très présentes par rapport à ça, à ce processus de questionnement, c'est-à-dire des questions qui contournent le conscient, parce que l'inconscient va répondre différemment que le conscient. Le mental aura envie de donner une réponse entre guillemets très terre à terre. L'inconscient va donner une réponse beaucoup plus intérieure. Si j'ai par exemple besoin de tout le temps prendre plus de temps, c'est parce que j'ai pas envie de rentrer chez moi, mais le conscient n'a peut-être pas toujours envie d'exprimer ça, surtout devant une personne qu'on ne connaît pas. Et ça, ça change beaucoup de choses aussi. Et comme je le disais, la date de naissance, je me suis permis, Bob, parce que l'autre jour j'ai écouté une émission dans laquelle vous avez donné votre date de naissance que je ne vais pas révéler. C'est ok pour vous si je fais une petite démo sur la date de naissance par rapport à la vôtre? Bah, je peux le dire, moi, parce que comme j'aime les cadeaux, 30-11-65, vous voyez, donc bientôt, mois de novembre, commencez à mettre de l'argent de côté. Le 30 novembre 65, voilà, allez-y. Ok, donc moi ce que je fais, c'est pas de la numérologie tout à fait classique, ni vraiment karmique, c'est de la numérologie plutôt liée au transgénérationnel et plutôt liée à ce qu'on appelle les blessures et les peurs dans notre vie. Donc ici, je l'ai fait vraiment sur la base, j'ai pas pris une heure pour le faire. Je vais commencer par le 30. Donc le 3 va nous amener déjà à aider les autres à s'ouvrir. Alors quand il est situé dans le jour de naissance, parce que quelle que soit sa place dans la date de naissance, il aura une signification différente, sachant qu'en numérologie karmique, le jour de naissance, c'est ce qu'on travaille d'une vie antérieure, ce qu'on ramène d'une vie antérieure. Le mois de naissance sera plutôt notre mission de vie, et l'année de naissance sera ce qu'on prépare pour une prochaine incarnation. Donc ici, vraiment, la place est importante. Le 3 va donc amener les autres à s'ouvrir, donc s'ouvrir à soi. Déjà, première chose, l'autre doit s'ouvrir à lui, s'ouvrir à vous, mais peut-être aussi à s'ouvrir à des choses qui ne sont pas dans sa perception. Donc, je pense que déjà le métier que vous faites peut permettre ça. Le 3, c'est très fort aussi le centrage sur le cœur, c'est-à-dire le 3, si on le dessine, et on va partir d'en haut. Bon, d'après les personnes qui dessinent, ça peut se différencier, mais on part d'en haut, on se centre sur le milieu, et puis on termine la boucle en bas. Et le centrage du milieu, c'est le cœur. Donc vraiment l'ouverture de cœur, apprendre à se recentrer sur soi aussi pour pouvoir amener l'autre à s'ouvrir. Le 11, le double 1 ici, va nous amener à vraiment prendre son indépendance sur les autres, c'est-à-dire ne pas se conformer à ce que les autres ont envie qu'on soit, ou ont envie d'entendre de nous. C'est vraiment prendre son indépendance en affirmant qui on est et en nous permettant justement de se faire de plus en plus confiance par rapport à cette affirmation de qui on est sans pour autant imposer quoi que ce soit à l'autre. Alors le 65, j'ai pris que le 65. Le 6 va nous amener à profiter des racines et de la sagesse de nos ancêtres, c'est-à-dire remonter peut-être dans les origines familiales, remonter peut-être dans nos racines, quelles qu'elles soient, et de là peut-être tirer profit de toute cette sagesse, de toute cette expérience familiale. Alors il y a des gens qui portent peut-être en transgénérationnel la soumission, il y en a d'autres qui portent peut-être le contrôle, le pouvoir, etc. Mais peut-être ça je peux le voir et le transmettre au niveau énergétique quand j'ai la personne en face de moi, mais peut-être que de tirer la sagesse en se disant ok, peut-être que je porte de mes ancêtres la soumission, ma prise de recul, ma sagesse va me dire c'est peut-être pas bon pour mon équilibre d'être soumis, ou de me soumettre, ou de soumettre l'autre, etc., etc. Et donc ça va permettre en fait de travailler un petit peu notre mission de vie. Et là encore, le fait d'en prendre conscience et d'y réfléchir sans vraiment y réfléchir, donc faut pas vraiment mentaliser dessus, mais il faut que ça gravite au niveau inconscient, permet aussi de travailler au niveau énergétique. Et alors le 5 va amener à se différencier et à amener les changements. Donc les changements intérieurs autant qu'extérieurs, c'est-à-dire se différencier par rapport à l'autre, comme j'exprimais avec le double 1 du 11 du mois de novembre. C'est un petit peu la même chose. Donc prendre son indépendance, mais surtout se différencier, ne pas se conformer, là encore, à ce que les autres attendent de nous, mais surtout à amener les changements, parce que le 5 représente le changement en numérologie classique, le changement de vie,
Et alors je pense que vous devez avoir une vie qui sera faite et qui sera toujours faite de changements, mais vous avez cette capacité probablement à vivre ces changements tels que vous avez envie de les vivre, sans vous laisser influencer par ce qu'on attend de vous. Au-delà de ce que je sais de vous, évidemment, par rapport à la radio. Mais c'est vraiment ça qui va s'exprimer dans le 5. Et alors, en total, vous êtes en chemin de vie 8, qui consiste à trouver votre équilibre et votre équilibre et votre place dans la société. Parce que le 8 représente autant le monde spirituel que le monde matériel. Donc en fait, il faut trouver le juste équilibre. C'est ce que moi j'appelle la blessure de société, c'est-à-dire la difficulté de être tout à fait comme on est dans la société qui nous entoure. Et c'est très fort aussi pour les personnes qui ont une capacité quelconque. Donc ça, c'est ce que va vous amener votre 8 dans le calcul du chemin de vie. On peut tout voir avec comme ça, rien qu'avec la date de naissance. Alors une fois que vous avez pris ça, par exemple, vous m'avez analysé, vous m'avez percé à jour, et vous allez pouvoir me permettre de faire un travail, c'est-à-dire que vous me proposez un travail, c'est ça ? Alors moi, ce que je propose sont des outils que j'ai acquis au fil de ma vie aussi. J'ai étudié la programmation neurolinguistique, j'ai étudié des thérapies brèves. Donc je propose des outils très concrets aussi pour redéfinir sa vie. J'ai mis au point des protocoles spécifiques qui permettent en fait de prendre conscience des dynamiques de vie qu'on a induites. Et alors moi, je travaille avec la personne, c'est-à-dire que chaque personne qui passe par chez moi bénéficie et toujours dans le tarif de base, donc c'est jamais sans argent supplémentaire, parce que ça fait partie des choses que je déteste. Toujours dans le tarif de base, bénéficie d'un suivi. Voilà comment tu te sens depuis un mois qu'on a fait la consultation. Est-ce que ça t'a apporté des choses, des changements? Tu t'es senti bien ou mal? Qu'est-ce que tu as pu remonter en conscience? Et qu'est-ce que tu as envie de créer maintenant? Et donc grâce à ça, j'accompagne la personne dans son processus, tout simplement. Est-ce qu'il y a des gens pour qui ça ne fonctionne pas, cette méthode ? Oui, bien sûr. Ah oui ? Ah oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que certains savent quoi faire des réponses et d'autres attendent toujours que ça tombe du ciel. Donc il y a des gens qui viennent en consultation en pensant que je fais de la magie, que je suis magicien, et ça arrive de moins en moins souvent parce que je suis de plus en plus je fais de plus en plus attention à toujours le préciser, mais il y a des gens qui savent quoi faire de ce qu'ils reçoivent et il y a des gens qui attendent que ça tombe du ciel. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a plein de gens en fait qui pensent que vous avez la solution et qu'ils n'ont rien à faire et que ça va améliorer leur vie comme ça sans rien faire, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça finalement. Ah bien sûr, parce que ça peut être une dynamique de vie. La personne la plus âgée que j'ai reçue ici a 79 ans. Quand c'est une dynamique de vie qu'on porte depuis 79 ans, c'est pas toujours du jour au lendemain qu'on va en sortir, hein, évidemment. Donc ça peut être très complexe, ça peut parfois aller chercher très 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 loin dans les blessures d'enfance, mais aussi dans ce qu'on porte des parents. Et c'est un travail qui ne se fait pas en un jour, hein, donc ça se fait au fil de notre compréhension aussi, bien sûr. Est-ce que ça peut marcher chez les ados, par exemple? On voit qu'il y a les ados qui sont un peu paumés. Aujourd'hui, on voit une société un peu en quête de quelque chose. C'est vrai que la société est pas simple pour eux, mais est-ce que des parents vous emmènent des ados parfois? Alors, ça m'arrive de temps à autre. Principalement dans les choix de vie, donc c'est-à-dire ma fille sort des études, sort du lycée, elle sait pas où elle doit aller dans les études. Alors là, j'accompagne en coaching aussi, mais ça peut marcher, et en fait ça marche même beaucoup mieux parce que les enfants et ados sont beaucoup plus sensibles à tout ça, surtout à notre époque. Et quand un ado exprime le besoin, parce que je ne prends jamais quelqu'un si ce n'est pas la personne qui a exprimé le besoin. Donc si la mère me dit je peux venir avec ma fille, je fais ok, mais est-ce que c'est elle qui l'a demandé? Parce que si elle ne l'a pas demandé, je reçois pas. Et si elle commence à exprimer le besoin, c'est tout simplement parce qu'elle sent au fond d'elle qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec son équilibre et qu'elle voudrait avoir les réponses. Et ça marche en général beaucoup. Les ados font partie des gens avec qui le suivi n'est pas du tout nécessaire en fait, parce que la prise de conscience c'est très souvent presque, j'ai envie de dire presque immédiate. Et parce que souvent les ados sont quand même ultra sensibles, on le voit bien, et donc ils perçoivent beaucoup plus les choses plus facilement. Oui, oui. Ah oui, et même les enfants, j'ai une fille de 10 ans, une fille de 4 ans et demi, elles perçoivent les choses, des choses qu'on ne perçoit pas nous-mêmes. Même moi, après 20 ans de pratique et d'entraînement, c'est des perceptions, mais pas forcément subtiles, hein, c'est des perceptions dans simplement l'état d'être de la personne. Hein.
Parce que l'état d'être de la personne, on peut le camoufler, on peut porter des masques, on peut essayer de le cacher. Il y a des gens qui ont cette capacité, et chez les enfants c'est très fort, de se ressentir ce qu'il y a derrière le masque. Vous dites utiliser la spiritualité quantique, ça veut dire quoi ? La spiritualité quantique, c'est en fait... alors moi, j'ai modifié mes croyances, comme je le disais. La spiritualité quantique, c'est notamment tout ce qui touche aux incarnations multiples. Et en fait, au temps tel qu'il est dans la physique quantique, par exemple avec la théorie de Einstein-Rosen, donc les trous de verre, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une dimension de temps à une autre en étant face à un trou de verre. La spiritualité quantique va plutôt nous amener à dire, ok, moi je crois pas en la ligne du temps, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je crois en des bulles de temps. C'est-à-dire que chaque période de temps est représentée par une bulle. Et dans la spiritualité quantique, on va pouvoir en fait faire la connexion entre l'âme, l'énergie source, et toutes les incarnations qu'elle peut vivre de manière parallèle. Il y a des dimensions parallèles, il y a des univers parallèles. On peut être incarné ici, là, enfin moi en Belgique, vous en France, en 2014, tout en étant parallèlement incarné en 1975 dans une autre bulle de temps. Et on peut aussi décider de revenir sur une incarnation qu'on a déjà vécue. C'est-à-dire, on finit notre incarnation, et là on se dit, il y a un truc qui m'a pas convenu dans celle-ci, je crois que ça j'ai pas vraiment bien vécu, moi je la recommence, allez hop. Et on repart là-dedans. Parce que le temps n'est pas linéaire. Donc moi je me base sur la théorie du double de Garnier-Mallet aussi, qui est très parlante au niveau de ce qu'on appelle les sorties de corps et tout ça, et la théorie de la double causalité de Guimand. C'est-à-dire qu'on a la sensation quand même que à la fois la spiritualité et la science se mêlent, là, quand vous me dites ça. La spiritualité et la science se mêlent, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et c'est très fort aussi quand on voit l'énergie d'une personne, parce que on la voit parfois, ça dépend vraiment où va l'autre lien, mais on la voit reliée à d'autres énergies, à d'autres personnalités, j'ai envie de dire, qui sont toujours elles. Ouais. C'est toujours cette personne de base, mais qui vit peut-être quelque chose de différent. Et qui vit peut-être quelque chose de différent autre part. Et quand on le voit chez quelqu'un, c'est très souvent des personnes qui disent « j'ai l'impression d'avoir un grand vide intérieur, j'ai l'impression de vivre une grande solitude, pourtant j'ai mon mari ou ma femme, mes enfants, etc. Mais il me manque quelque chose. » Et quand on va voir très loin dans l'énergie, parce qu'il faut parfois aller voir très loin, on voit en fait que cette personne est, entre guillemets, scindée. Elle est reliée à ses autres incarnations parallèles le plus souvent, et elle se sent vide parce que c'est comme s'il lui manquait quelque chose. Ça peut nous apporter quoi, en fait ? Aujourd'hui, quand vous regardez ça, vous vous dites qu'il y a des gens qui sont vraiment à côté de leur plaque, en fait ? Je suis pas là pour juger, parce que j'étais à côté de ma plaque, je le suis peut-être sur certains domaines encore aujourd'hui. Je pense qu'à partir du moment où la personne manifeste le besoin d'avancer, de comprendre, elle revient déjà doucement sur sa plaque. Mais fondamentalement, il y a des gens... On n'apprend pas quelque chose à un enfant de 5 ans comme on l'apprend à un enfant de 15 ans. Il y a des gens qui vivent des incarnations où peut-être ils doivent évoluer différemment. Il y a 9 plans d'évolution différents dans notre sphère terrestre. Donc il y a des gens qui sont peut-être au niveau plus bas, qui s'intéressent à leur vie matérielle, à gagner leur vie, à avoir une belle maison et peut-être une belle Porsche pour montrer aux gens qu'ils ont une belle situation. Et il y a d'autres personnes qui s'en foutent de ça et qui s'intéressent plutôt à l'idée d'aider les autres, de se consacrer à leur développement personnel. Donc je pense qu'il y a plusieurs niveaux de conscience et je suis pas là pour juger les gens, je suis là pour peut-être les aider à sortir d'un niveau de conscience dans lequel ils n'arrivent finalement plus à avancer pour aller vers un niveau de conscience différent. Je dis pas supérieur parce qu'on n'est pas supérieurs les uns aux autres, c'est vraiment un niveau de conscience différent. Combien de temps ça prend pour la prise de conscience, en fait, chez les gens qui vont vous voir? Ça dépend de la personne, mais il y a quand même un temps précis. On peut savoir en 2-3 séances remettre tout le monde d'équerre. En général, moi, je prends rarement plus qu'une seule séance. Je fais le suivi, comme je le disais, c'est très souvent par téléphone ou par email, mais je prends rarement plus d'une séance parce que je pense qu'à partir du moment où toutes les clés ont été données, la personne va le travailler elle-même et puis j'accompagne ce travail. Mais il y a des prises de conscience. Je vous donne un exemple sur une personne qui est venue à une de mes formations simplement pour accompagner quelqu'un. Cette personne était assez dans
le paraître et pas assez dans l'être. Au cours de mes ateliers et formations, ce que je fais, c'est que je donne des messages aux gens par rapport à ce qu'ils doivent comprendre et travailler. Je donne les filtres d'incarnation dont je vais vous parler peut-être tout de suite. Et en fait, quand je donne un message, soit il y a un déclic, et ça peut se prendre directement, soit la personne n'a vraiment pas envie d'entendre. Donc ça dépendra toujours du processus de la personne. Ça peut aller très vite. Parfois, j'ai des consultations qui durent 20 minutes, parce qu'après 20 minutes, la personne a un déclic, et toute sa vie change, d'une seconde à l'autre. Et parfois, je peux essayer. En fait, à un moment, je dis simplement aux gens, je pense que je ne te corresponds pas. Je te guiderai plutôt vers telle personne qui pourrait peut-être t'aider à ça. Je n'aime pas tirer sur la corde, donc quand je sens qu'une personne, ça n'avance pas, je l'envoie en général vers une personne qui pourra peut-être l'aider différemment. Oui, parce que parfois, il y a aussi le fit avec la personne. C'est-à-dire qu'il y a des moments aussi, quand on voit quelqu'un comme vous, c'est soit ça passe, soit ça casse, quoi. Et il faut être en confiance, quoi. C'est clair, et inversement, il y a des gens avec qui ça passe pas. Oui, il vous est arrivé, vous, de refuser les personnes ? Ça m'arrive régulièrement de refuser des gens. Ça m'arrive régulièrement parce que je ressens simplement à la prise de contact que cette personne n'a peut-être pas vraiment envie de faire cette démarche par elle-même, mais parce qu'on l'a poussée à venir. Ou les gens qui sont beaucoup trop sensibles, j'aurais tendance d'abord à les amener vers une mini-thérapie, c'est-à-dire essayer de travailler la sensibilité avant de venir chez moi, parce que ça peut créer des bouleversements, ça c'est une évidence. Ça peut créer des bouleversements qui peuvent même induire à une dépression. Moi je suis pas médecin, j'ai aucune prétention à la guérison, j'aide à simplement soigner l'âme, on va dire, et lancer le processus que le corps possède au niveau de l'auto-guérison. Et si je pense que la personne dans son discours est trop fragile, j'aurais tendance à soit reporter la consultation beaucoup plus loin dans le temps qu'elle se travaille un petit peu, alors lui donner quelques clés à travailler en attendant la consultation. Et si vraiment la fragilité est trop extrême, j'aurais tendance à l'amener vers un thérapeute pour travailler ça avant toute chose. Bon, écoutez, David, on va être obligé de conclure là-dessus. Merci d'avoir pris le temps de venir ici nous parler de cette méthode Chrysalide. Vous vous sentez bien dedans ? Pardon ? Vous vous sentez bien dedans ? Dans la Chrysalide ? Oui, est-ce que cette méthode vous permet, vous, de vous épanouir en tant que... Ça m'épanouit de voir les prises de conscience, ça m'épanouit de voir que des gens peuvent se sentir beaucoup plus sereins, beaucoup plus épanouis eux-mêmes après une consultation, et que, bon, comme je le disais, ça marche dans 70% des cas, 30% des cas sont à travailler, mais l'épanouissement est vraiment là de se dire, ok, on fait quelque chose qui aide les gens, et en plus j'ai cette perception que au travers de chaque personne qui vient chez moi, j'en apprends aussi, et j'avance aussi, j'évolue aussi, et c'est vraiment cet échange qui m'épanouit et qui me permet de grandir et de faire grandir l'autre, ça c'est une certitude. Bon. Écoutez, en tout cas, merci David d'avoir été avec nous, et puis on se retrouve à Fougeray. Avec plaisir. À très bientôt, au revoir. 21h minuit sur le net. Vous ne verrez plus le monde de la même façon. Bob vous dit toute la vérité. Dans un instant, Verino Piedigrosso pour quelque chose qui est notre préoccupation, la surpopulation, la surpollution, la surconsommation. On parlera de la grande triade, c'est un bouquin, le sien. On verra de quoi il en ressort dans un instant. Vous pensiez avoir tout entendu. Vous pensiez avoir tout vu. Vous cherchez des réponses sur les mystères de la vie. Parapsychologie, lobby, ovni, complot d'État, mystère des pyramides. Ne restez pas dans l'ignorance. Abonnez-vous à Bob vous dit toute la vérité. Pour ne plus jamais dire « Je ne savais pas ». Bob vous dit toute la vérité tous les soirs de 21h à minuit. Après, plus rien ne sera jamais pareil.